Bonjour les polyinvestisseurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Polygone Formation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est chaud bouillant, un sujet d'actualité. On va parler du taux d'usure. Donc le taux d'usure qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines dans le monde du financement bancaire. Et donc, on a décidé avec Luc de traiter de ce sujet, donc de vous expliquer ce que c'est, mais aussi et surtout, parce que c'est ça qui est intéressant pour vous, de vous expliquer les conséquences que ça a pour vous qui voulez faire un emprunt immobilier et surtout les solutions par rapport à ça. L'idée de ces vidéos, maintenant qu'on est en Polygone Formation, c'est que ça va se dérouler sous forme d'interview. Et donc, je vais poser une série de questions à Luc au sujet du financement bancaire et notamment du taux d'usure. Donc déjà, Luc, est-ce que tu peux nous expliquer ou nous rappeler, s'il te plaît, ce qu'est le taux d'usure et de quoi il se compose? Complètement. Alors, le taux d'usure, qu'est-ce que c'est? C'est une disposition à l'origine qui vise à protéger les emprunteurs. Alors, je sais que là, dans le contexte actuel, on dit ça ne nous protège pas du tout, ça nous embête plus que ce que ça nous protège. Mais à quoi ça correspond, le taux d'usure? Finalement, c'est la moyenne du taux moyen des prêts octroyés sur le marché par les banques, auquel la Banque de France a ajouté une marge de 1/3. L'idée, quelle est-elle initialement? C'est pour éviter que les banques, tout simplement, proposent des taux d'emprunt qui soient excessifs en fonction de la tête du client ou du profil du client. Alors, des taux d'usure, il y en a plusieurs, clairement, en fonction de la durée, en fonction de l'objet. Et donc, nous, ce qui nous intéresse la plupart du temps, c'est le taux d'usure qui concerne les prêts immobiliers pour des durées qui sont entre 10 et 20 ans et plus que 20 ans. Maintenant que ça c'est dit, le taux d'usure, finalement, il doit être comparé à quelque chose. Et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est le taux annuel effectif global qui a été normalisé et sur lesquels les banques sont obligées de communiquer. Donc, quand vous empruntez, le taux annuel effectif global, il est composé de plusieurs choses. 1. Le taux nominal. C'est ce dont on parle le plus souvent, c'est le taux auquel vous empruntez. 2. Les frais de dossier. 3. Les frais de garantie. 4. Les frais de courtage. Et voilà, c'est déjà bien. Et après, il peut y avoir l'évaluation en plus. Rassurez-vous, tout ce que nous allons vous partager, évidemment, sous la vidéo, c'est sourcé avec les textes de loi officiels ou les informations de publication officielles qui viennent de la Banque de France. Voilà. Donc maintenant, on sait ce que c'est le taux d'usure, on sait de quoi est composé le taux annuel effectif global et a priori, vous connaissez la contrainte. Si le taux annuel effectif global que la banque propose en tenant compte du montant que vous empruntez, en tenant compte de la durée sur laquelle vous empruntez, les frais de garantie, les frais de dossier, peut-être les frais de courtage, le coût de l'assurance, si ce taux annuel effectif global il est supérieur au taux d'usure, la conséquence est que la banque ne peut pas vous prêter. Et c'est pas qu'elle ne veut pas vous prêter, c'est qu'elle ne peut pas. Si elle s'exposait à un prêt usurier, c'est comme ça que ça s'appelle, donc supérieur au taux d'usure, elle serait condamnée à une forte amende à partir de 300 000 € de mémoire. Voilà, donc maintenant, taux annuel effectif global, taux d'usure, c'est clair. Question suivante. Ok Luc, mais du coup, concrètement, comment ça fonctionne quand on se trouve à la banque devant son conseiller? Quelles sont les conséquences et les implications de ce taux d'usure? Bien. D'abord, le conseiller, quand il va monter le prêt, lui, il ne connaît pas votre âge, il ne connaît pas votre situation de santé. Donc, rappelez-vous que déjà dans le prêt, il y a plusieurs analyses. Il y a l'analyse en risque qui porte sur l'individu, l'analyse en risque sur le projet, et puis après, l'analyse sur la partie commerciale, le produit net bancaire. Lui, quand il vous rencontre, la première chose qu'il va le faire, c'est regarder l'analyse de l'individu, le comportement bancaire, la valorisation nette patrimoniale, taux d'endettement, reste à vie. Voilà, les critères que nous abordons habituellement. Et une fois que le projet va être complètement monté, d'accord, il va avoir un taux annuel effectif global en fonction de votre état de santé, notamment l'assurance, les frais de dossier qui vont être appliqués, la manière dont vous allez obtenir le prêt. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il sera en mesure de vous dire, oui ou non, je peux vous octroyer un prêt ou pas avec la contrainte du taux d'usure. Donc ça, c'est le discours que la banque va tenir. Vous, de votre côté, vous pouvez anticiper. Il y a des simulateurs de taux de l'usure qui existent. Sous la vidéo, pareil, il y a un lien qui vous permettra de faire le calcul d'une simulation d'un taux d'usure sur un site officiel, certes de manière simplifiée, mais qui vous donne quand même une indication.
Et de fait, eh bien, vous allez pouvoir, au travers de la vidéo que nous vous présentons avec Julien, eh bien, avoir des propositions à faire aux conseillers bancaires pour éviter de rester sur finalement un refus qui émanerait de la banque. Désolé, c'est le taux d'usure, je ne peux rien faire. Si monsieur le conseiller, je pense que nous pouvons faire quelque chose et voilà comment nous pouvons travailler ensemble pour obtenir un prêt malgré le taux d'usure. Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que la banque tient comme discours et qu'est-ce que les investisseurs qui nous regardent, les poly-investisseurs qui nous regardent, peuvent tenir, eux, comme discours face aux conseillers? Alors, le discours que la banque va tenir, c'est de dire, écoutez, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la loi. Chaque trimestre, la Banque de France émet une publication quant au taux d'usure. Donc, encore une fois, sur la base du calcul que je vous ai partagé en début de vidéo. Et là, par exemple, début octobre, 1er octobre, eh bien, le taux d'usure vient d'être communiqué. Donc, on est passé pour les durées qui étaient entre 10 et 20 ans de 2,60 à 3,03 en pourcentage, toujours exprimé en pourcentage. Et pour les durées supérieures à 20 ans, eh bien, on est passé de 2,57, donc ça c'était le taux d'usure sur le trimestre 3, on est passé à 3,05. Donc le discours déjà des banques aujourd'hui, il va se relâcher un petit peu parce que qu'est-ce qui s'est produit jusqu'alors? C'était un effet ciseau. C'est-à-dire que d'un côté, on avait le taux nominal qui était octroyé pour les prêts qui augmentait, et de l'autre côté, bien qui se rapprochait du taux d'usure du trimestre 3, et donc on est arrivé à un effet ciseau où eh bien, le taux nominal ajouté aux autres frais donnait un taux annuel effectif global qui était supérieur au taux d'usure et les banques étaient bloquées. Aujourd'hui, ce qui s'est produit, c'est que la Banque de France a réaugmenté le taux d'usure. Donc ça laisse une souplesse, comme ça s'appelle, pendant un certain temps, en tout cas aux banques. Mais qu'est-ce qui va se produire? Si les taux continuent d'augmenter, bien on va reproduire le même schéma et jusqu'à temps que ça atteigne de nouveau eh bien, le taux d'usure, certains prêts pourraient être refusés sous couvert, sous prétexte du taux d'usure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le taux d'usure n'a de sens que par rapport à une référence qui est le taux annuel effectif global. Le taux annuel effectif global, il se compose d'un certain nombre de catégories, de thématiques que je vous ai exposées, et vous pouvez négocier chacune de ces thématiques pour drastiquement faire descendre votre taux annuel effectif global, et même dans cette période-là, alors là ça va être plus facile parce que eh bien, la marge est assez longue, la publication de la Banque de France vient d'être émise, mais même par rapport à d'autres investisseurs, quand eh bien, à la fin décembre, eh bien, on va se rapprocher peut-être de la limite du taux d'usure, eh bien, avec ce que nous allons vous partager comme technique avec Julien, eh bien, vous ne serez pas gêné par le taux d'usure. D'accord. Et du coup, puisque tu en parles, ça c'est une excellente question, je pense, pour les personnes qui nous regardent. Comment on peut faire diminuer, quels sont les leviers qui permettent aux investisseurs de faire baisser ce fameux TAEG et donc de rester dans la limite du taux d'usure pour leur demande de financement? Alors, ce que je vous propose, c'est de fonctionner par thématique. Qu'est-ce qui compose le taux d'usure? On a dit le taux nominal. Donc ça, c'est le taux d'emprunt sur lequel nous allons négocier avec la banque. Première chose, vous le savez, quand vous empruntez sur 25 ans, 20 ans, 15 ans, 12 ans, 10 ans et ainsi de suite, la banque, en fonction de la tranche sur laquelle vous empruntez, vous octroie un taux. Donc si vous empruntez sur 20 ans, elle va vous octroyer un taux sur 20 ans. Si vous empruntez sur 25 ans, ça sera un autre taux. Ça, c'est connu. Sauf la BNP, donc toutes les autres banques fonctionnent comme ça. Si vous empruntez sur une période de 24 ans et 11 mois, eh bien, ça sera le taux de 20 ans qui vous sera proposé. Donc ça, c'est hyper important parce que pour un mois, finalement, vous faites mécaniquement baisser votre taux. Je sais que ça paraît fou, mais c'est comme ça, c'est automatique dans les banques. C'est des critères qui sont simples. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire baisser votre taux nominal, vous avez simplement à descendre votre durée de un mois. Ouais. Et en plus de ça, du coup, ça va. Moi, j'ai remarqué dans mon expérience que bien souvent, du coup, tu te retrouves avec un montant emprunté qui va être plus important sur 24 ans et 11 mois que sur 25, puisque la différence de taux fait que tu as des intérêts qui sont beaucoup moins élevés, quoi. Complètement, à la fois en taux et à la fois en durée, même si la durée est minime. Donc ça, premièrement, sur le taux nominal. Deuxième point, c'est concernant les frais de dossier. Frais de dossier, habituellement, la banque elle vous dit c'est 2 000 €, je vous fais un effort exceptionnel parce que vous êtes un bon client ou parce que je veux vous avoir comme bon client, mais je ne peux pas faire moins, ça sera 1 000 €.
je vous le dis, par habitude, quand vous investissez, vous pouvez tout à fait négocier des frais de dossier. Les frais de dossier bien négociés, c'est entre 400 et 500 euros. Voilà. Après, évidemment, ça va dépendre de votre qualité, de votre patrimoine, de la manière dont la banque se positionne en termes de politique commerciale pour acquérir des clients de votre acabit. Plus vous allez avoir un bon profil, plus vous pourrez négocier. Rappelez-vous que dans le cadre de la négociation bancaire, restez souple. Le but, c'est d'obtenir le prêt, mais dans le même temps, ce n'est pas non plus de dire oui à tout. Un succès, quand on obtient un prêt bancaire, c'est également une relation avec un conseiller bancaire qui comprend l'investissement qui se développe. C'est pas grave si finalement on a des frais de dossier à 1000 euros parce qu'on n'est pas à 500 euros près pour obtenir un accord. Mais ça rentre dans le taux annuel effectif global, les frais de dossier. Ensuite, il y a les frais de garantie. Alors, frais de garantie, très intéressant, parce que normalement, dans les frais de garantie, on en a plusieurs. On a la garantie réelle, donc hypothèque et ou IPPD, donc l'inscription au propriétaire des privilèges de deniers. Nous avons également la caution crédit logement, donc, qui est un organisme de caution. Et puis après, il y a les cautions des banques, la CAMCA, la SACEF, la CASDN. Voilà. La caution rentre dans le taux annuel effectif global. Il y a un avantage dans le cadre du crédit logement parce que dans le cadre du taux annuel effectif global, la banque devrait tenir compte de la partie de remboursement. Vous savez que quand vous empruntez avec une garantie crédit logement, si tout s'est bien passé à terme, vous avez une restitution des 75% de la somme que vous avez prêtée. Ce qui n'est pas le cas sur l'hypothèque, l'IPPD ou sur les garanties, enfin les organismes de caution propres aux banques. Plusieurs choses. La caution crédit logement ne se négocie pas. Donc là, voilà, il n'y a pas de discussion à avoir. L'hypothèque et les PPD non plus. En revanche, même si les banques vous diront systématiquement non, ce n'est pas possible, la CAMCA, la SACEF, pour l'avoir fait plusieurs fois, je vous le dis, ces frais-là se négocient. C'est à la marge, ça dépend de votre dossier, mais vous pouvez les négocier, voilà, tout simplement. Pas suivant, concernant l'assurance. L'assurance sur le prêt. Vous avez deux manières de réaliser une assurance. Et la réponse n'est pas oui, on fait une délégation d'assurance ou pas. Non. L'assurance, elle est calculée soit sur le capital qui va être emprunté, soit sur le capital restant dû. Qu'est-ce que ça signifie? Vous empruntez 100 000 euros, tous les mois, vous amortissez du capital. Si vous avez pris l'assurance sur le capital emprunté, eh bien votre assurance restera tout le temps la même, pendant toute la durée du projet. Donc sur les 100 000 euros, eh bien, le coût de l'assurance sera le même pendant chaque mois, chaque mensualité. Si par contre vous négociez avec la banque, et il y a plusieurs banques qui le font, on appelle ça une assurance défensive, eh bien vous pourrez avoir une assurance qui est calculée sur le capital restant dû. Donc évidemment, l'assurance, vu qu'elle est calculée sur le capital restant dû et que tous les mois vous remboursez du capital sur votre prêt, eh bien le coût de l'assurance va être de plus en plus réduit. Et donc devinez quoi, à la fin, le coût total du prêt, eh bien, enfin, de l'assurance sur le prêt est beaucoup plus bas, donc ça réduit le taux annuel effectif global. Donc là, voilà, on a déjà vu quelques points. Ensuite, il y a le montage en prêt Gigogne. Vous vous rappelez, on en a déjà parlé avec Julien. Dans le cadre de ce montage en prêt Gigogne, eh bien, vous avez deux possibilités. La banque, habituellement, vous fait un prêt sur une durée classique. Je vous emprunte sur 300 mois, 25 ans, une somme d'argent. Par exemple, on va prendre 200 000 euros. Le prêt Gigogne, c'est sur la même période, un seul prêt, j'insiste bien, un seul prêt, avec deux lignes d'emprunt, où on va emprunter la même somme, 200 000 euros. C'est simplement qu'il y a une somme que nous allons mettre sur une durée qui est celle de 300 mois, par exemple 140 000 euros, et une somme pour atteindre les 200 000 euros que nous allons mettre sur, par exemple, 12 ans du coup, et 60 000 euros. Comme ça, on atteint bien nos 200 000 euros sur une période totale. Et nous allons faire un différé. Ça, dans la formation Financement Pro, vous avez l'outil, on en parle, c'est expliqué, très simple. Le fait de faire ce différé-là, déjà, juste sans parler du taux d'usure, vous fait gagner sur un prêt de 200 000 euros environ 3 ou 4 000 euros sur le coût global du prêt. Mais ce qui est très intéressant en fait dans ce montage-là, c'est que d'une part, vous allez avoir un taux sur le prêt qui est le plus petit, qui va être moins important, donc votre taux annuel effectif global va être plus bas.
La deuxième chose, c'est que le coût de l'assurance, parce qu'il y a une assurance qui va porter sur un montant plus petit sur la même période que ce que vous auriez dû emprunter au début et une assurance sur une période plus courte. Donc le coût, le risque pour l'assureur, il est moins élevé, donc ça vous coûte moins cher. Donc le montage prêt Gigong dans ce type de situation-là est encore plus adapté que la simple économie que nous pourrions faire habituellement. Voilà. Ce qu'il faut retenir sur le taux annuel effectif global, c'est que les deux paramètres qui impactent le plus le taux annuel effectif global, justement, c'est l'assurance et le taux nominal. Ce sont les deux critères. Les frais de dossier, ça l'impacte, oui. Les frais de garantie, oui, ça impacte. Les frais de dossier, les frais de courtage, éventuellement, ça peut impacter. Mais ce que vous devez avoir en tête pour réduire drastiquement le taux annuel effectif global, ce sont le coût de l'assurance et le taux nominal. Donc là, on vous a donné déjà quelques solutions. Autre solution concernant le prêt professionnel, donc sous une forme sociétale, par exemple au travers d'une SCI à l'IS, eh bien, vous pourriez avoir un prêt pro. Et dans le cadre du prêt pro, d'une part, les banques ne sont pas concernées dans le cadre des mesures préconisées par le Haut Conseil de la stabilité financière. Et d'autre part, le prêt professionnel ne tient pas compte du taux d'usure. Voilà, il n'y a pas de taux d'usure raccordé à ce type de prêt-là. Donc, ça vous donne une autre solution. Je le mets en garde malgré tout. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de taux d'usure sur un prêt professionnel qu'il faut faire une SCI ou une autre forme sociétale pour emprunter. Je rappelle que quand on réalise une forme sociétale, nous devons observer une situation complète, patrimoniale, basée sur le patrimonial, le matrimonial, l'économique, le juridique et la transmission. Ce serait une grave erreur de ne considérer qu'une seule thématique pour soit emprunter, donc réussir à avoir un emprunt, ou que la fiscalité. Par exemple, pour ce qui revient souvent dans le cadre des sociétés civiles immobilières, ou pour faire une holding, ou pour faire des montages exotiques. Il n'y a pas besoin de faire ça, il y a bien d'autres solutions que nous venons de vous partager. Ok, d'accord. Donc, si je résume, déjà c'est top parce que tu as donné quand même beaucoup de solutions pour les personnes qui nous regardent. Et si je résume, donc en gros, de se focaliser en emprunt en nom propre sur le taux du prêt, le taux nominal, et sur l'assurance, qui sont quand même les deux leviers les plus puissants, ceux qui ont un impact le plus immédiat en fait et le plus important. C'est vraiment ça. Ok. Et effectivement, les infos sur la forme sociétale avec les mises en garde que tu as données, mais qui sont hyper pertinentes pour les personnes qui veulent investir sous cette forme-là. Exact. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup pour ces précisions. Je pense qu'on a déjà répondu à pas mal de questions que les personnes pouvaient se poser. Je rappelle qu'on vous remet sous la vidéo tous les textes de référence dont Luc a parlé dans la vidéo. Et je vous rappelle aussi que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir, parce que l'idée, c'est quand même qu'on partage avec vous beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour cette association Polygon Formation. Donc, restez connectés et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.